Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 4 avril 2013. À Infomag ce soir, Action Gatineau éliminerait le Fonds des communautés. Des citoyens font reculer le Conseil de l'Ange gardien. Terrain synthétique, cri du cœur, des tigres et de l'arceau. Et 5e bulletin noir sur blanc. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, la décision d'Action Gatineau d'abolir le Fonds des communautés a fait réagir le maire Bureau et sa garde rapprochée. Rappelons que mercredi, le parti a annoncé que le fonds disparaîtrait purement et simplement après l'élection si les électeurs lui faisaient confiance. On se souvient qu'en 2011, le Conseil avait voté pour diviser un fonds de 21 millions de dollars entre tous les conseillers, chacun recevant 1,1 million pour réaliser des projets communautaires dans son quartier. Le conseiller de Buckingham et chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, avait voté contre le projet et il continue de dire que l'utilisation des fonds publics doit se faire en fonction des besoins de la ville et non pas des districts. Nous autres, on garde la même position. On veut abolir ce fonds-là. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les projets. Ça veut dire qu'on est contre la façon d'allouer de l'argent. Pour nous, ça n'a pas de bon sens de sortir 20 millions du processus budgétaire, de prendre des décisions entre conseillers. Moi, je pense que ça doit se faire dans le processus. S'il y a quelque chose qui rentre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sort. Il faut qu'on fasse des choix. C'est ça qui est d'une façon plus intelligente du point de vue de la gestion des fonds publics. Et en plus, vu qu'on ne fait pas de choix et qu'on fait juste le sortir du système, on paye 1,2 million de frais de gestion qu'on ne paierait pas si on excluait des projets puis qu'on en mettait d'autres, si on faisait des vrais choix. Et ça, pour moi, c'est pas une bonne utilisation des fonds publics. On se transporte maintenant du côté de l'Ange gardien. Une vingtaine de citoyens qui habitent dans le secteur du lac Devine sont venus manifester leur opposition lundi soir dernier à une modification au règlement de zonage pour un important projet récréo-touristique. Le promoteur qui a fait l'acquisition d'un terrain de 100 acres sur les bords du lac il y a quelques années souhaitait que le zonage passe de T1 à T2 pour être en mesure de construire une auberge de plus de 40 chambres. Or, selon le plan de zonage de type T2, le promoteur pourrait également faire l'aménagement de complexes hôteliers, de bases de plein air et de parcs d'attractions. Les citoyens craignent évidemment pour leur quiétude, comme le disait Nicole Lafrance lundi soir. Vous savez qu'il y a une capacité dans les lacs, ce n'est pas un lac très profond, et il devrait avoir une étude de fait pour savoir le support que ce lac est capable et son impact. Et son impact, et je pense que le Cobelli là-dedans devienne vite impliqué. Et le projet avait été rejeté et à ce moment-là, je me souviens très bien que les promoteurs n'auraient pas eu le droit d'aller plus que 20 chambres. Et puis, ça a été abandonné ce même soir-là, monsieur, parce que justement, il y avait une très forte partie de la population du secteur qui va être sensiblement très affecté par ça, parce que dans l'endroit que l'on parle, monsieur, il y a des marais, c'est du boisé, le bruit, c'est de la montagne, ça circule beaucoup. Ensuite de ça, il y a la tranquillité d'esprit. Eh bien, fait plutôt rare, l'intervention des citoyens a permis de faire bouger les élus. En effet, le zonage va rester le même, c'est-à-dire T1. On va plutôt apporter quelques modifications au nombre de chambres permis pour une auberge, comme nous l'explique le maire Robert Goulet. Ce qui est merveilleux, c'est que les citoyens d'abord se sont très bien comportés, ils nous ont amené leurs doléances d'une façon très civilisée et ça a été agréable finalement de discuter avec eux et d'échanger avec eux. Et c'est eux finalement qui ont trouvé la solution. Nous, ce qu'on préconisait, c'était de passer, en vertu du règlement
3.23, de passer du groupe Tourisme 1 à Tourisme 2, à la demande du promoteur, parce que dans le projet en question, il y a une auberge qui doit être construite, et notre règlement dans le groupe Tourisme 1 ne permet que 40 chambres à une auberge. Et eux se disaient, dans l'éventualité, dans quelques années où vraiment les affaires sont bonnes, ce serait peut-être intéressant d'avoir quelques chambres de plus. Alors ça nous amenait à penser aller dans le Tourisme 2, qui était beaucoup plus permissible. Cependant, nos citoyens nous ont fait remarquer que le Tourisme 1 ne semblait pas trop les déranger et que s'il y avait juste un changement de nombre de chambres dans une auberge, ferait très bien l'affaire. Alors, ça nous a fait prendre conscience qu'effectivement, ça se fait facilement par un changement fait par résolution du Conseil de passer, je ne sais pas, à 45 chambres ou 48 chambres, là, un montant pas nécessairement très élevé là, pour satisfaire les besoins que le promoteur pourrait avoir. On vient maintenant du côté de la ville de Gatineau. C'est mardi que le conseil municipal a pris connaissance du rapport sur le transport en commun unifié entre les villes de Gatineau et d'Ottawa. On sait que le rapport a été commandé par les deux villes ainsi que par la Société de transport de l'Outaouais et la Commission de la capitale nationale. On y recommande toute une série de mesures à court, moyen et à long terme afin d'unifier les deux systèmes de transport d'ici 20 ans. Si le rapport a été reçu avec scepticisme par la plupart des conseillers municipaux des deux villes, le conseiller Maxime Pedneau-Jobin, de son côté, y voit beaucoup de positifs et il soutient que le dialogue doit continuer entre les deux sociétés de transport. Nous, on a fait une sortie il y a quelques mois qui disait que ça prend une instance permanente de concertation et c'est ça que le rapport dit. Fait que moi, je suis assez content. Pour moi, ça va de soi que quand on met des centaines de millions d'un rapibus puis des centaines de millions dans un train léger, il faut qu'à un moment donné, ça se rejoigne. Puis c'est aussi ça que le rapport disait. Pour moi, le rapibus, c'est une bonne technologie, mais c'est une technologie de transition vers un train léger pour qu'on s'arrime avec les deux rives. Est-ce que vous croyez qu'éventuellement, on va être en mesure de ne voir qu'une seule compagnie de transport pour les deux villes? Pour des raisons légales de juridiction, moi je pense que c'est pas sûr qu'on va voir ça, mais il faut qu'on se rapproche le plus possible d'un travail, que ça soit le même travail. Moi je verrais même une même carte, on s'entendra sur le logo qu'on met dessus, là, mais il faut que, à bien des égards, c'est le même réseau de transport en commun. S'il y a un sujet où on doit travailler constamment avec Ottawa, c'est bien celui-là, le transport en commun. C'est hier soir que la Commission scolaire au Cœur des Vallées a présenté son rapport annuel pour l'année 2011-2012. On sait que la CSCV a terminé en 2012 la deuxième année de son plan stratégique qui va s'échelonner jusqu'en 2015. Parmi les objectifs visés par la Commission scolaire, l'augmentation de la diplomation des élèves et la réduction du décrochage scolaire. En ce qui concerne la diplomation, on a pu noter un recul de 2,9 % quant au nombre d'élèves qui obtiennent leur diplôme avant l'âge de 20 ans. En 2011, le taux s'établissait à 59,8 %, alors que l'objectif est de 72 % en 2015. Par contre, le directeur général, Rénal Goudreau, s'est dit heureux quant aux résultats sur le décrochage scolaire qui sont en baisse. Une donnée qui nous encourage énormément et qui fait référence au but, à un deuxième objectif, qui était de diminuer de 2 % par année le nombre d'élèves qui décrochent. Cette statistique-là de décrochage scolaire, le nombre d'élèves qui quittent l'école secondaire au cours d'une année donnée, était, tenez-vous bien, à 34,6 % en 2007-2008. Eh bien, on a vu qu'en 2008-2009, on avait réussi à abaisser à 23 % le nombre de décrocheurs. Et pour l'année 2009-2010, la dernière année disponible pour cette donnée-là, on est rendu à 21,5 %. Donc, les statistiques nous montrent ici-là que nos jeunes en difficulté dans nos écoles secondaires, on les dépiste, on les reconnaît et on fait l'impossible pour pouvoir les aider et on arrive à diminuer de façon importante le nombre de décrocheurs à chaque année. Le dossier du terrain synthétique pour le football et le soccer à l'école secondaire Armidas-Gamelin est revenu dans l'actualité hier, alors que le président des Tigres, Michel Roy, et le directeur des compétitions de l'Association régionale de soccer de l'Outaouais, Marc Saint-Amour, sont venus demander au commissaire de la CSCV de tout mettre en œuvre pour faire avancer le dossier.
Rappelons que la CSCV, la municipalité de l'Ange-Gardien et le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, se sont tous engagés à contribuer financièrement à la construction du terrain adjacent à la polyvalente. Une pétition de plus de 800 noms a été présentée au commissaire. Ça fait plusieurs années je me bats très fort pour le terrain, mais en réalité, c'est votre terrain, c'est notre terrain. On est rendu à un point que je pense qu'il faut vraiment décider, écoutez, il faut s'embarquer. Puis je ne veux pas prêcher, parce qu'énormément, quand on vient à ça, il y a beaucoup de passion, mais c'est le temps d'embarquer. Le montage financier qu'on a en ce moment, laissons faire les petites guerres de secteur, c'est ici que ça se fait. C'est le temps. Et nous, moi, je vous demande simplement de nous donner un coup de main. Parce que pour nous autres, on commence à manquer de jus. On commence carrément à manquer de jus. Qu'est-ce qu'on apporte, je pense, à notre école, à nos jeunes? Bien, ils sont plus qu'à continuer. Il faut faire de quoi. Un document, mais je dépose ce soir, Monsieur le Président, une lettre d'appui avec 810 signatures. Ce n'est pas 810 signatures qu'on a pris dans les 6-7 derniers mois, mais dans les 2-3 dernières semaines, on a dit il y a un besoin dans l'est de notre ville, on ne semble pas nous écouter, s'il vous plaît. C'est vraiment là, le projet de lettre est basé sur l'est de la ville et le besoin qu'il y a ici. Et je vous dépose, Monsieur le Président, cette lettre et les 810 signatures qu'on a obtenues dans les 3 dernières semaines pour le projet. Le collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais a lancé ce matin son 5e bulletin noir sur blanc intitulé « L'itinérance au-delà des chiffres pour comprendre la triste réalité ». Le portrait qui est présenté n'est donc pas que des statistiques, mais plutôt un portrait sur le terrain. Cette année encore, le CRIO considère qu'il n'y a pas eu de réel progrès et attribue une note de C-. On note un recul important de la capacité des organismes communautaires à répondre aux besoins des personnes et des familles. J'aurai d'ailleurs l'occasion de m'entretenir avec Alexandre Anger, le coordonnateur du CRIO, mardi prochain dans le cadre du bulletin Infomag. Agir Outaouais, c'est l'Assemblée des groupes de femmes d'intervention régionale. Il s'agit en fait d'un organisme à but non lucratif qui veut défendre les droits des femmes en Outaouais. L'organisme offre des formations aux femmes qui, bien qu'elles soient intéressées, hésitent à se lancer en politique. Pour nous parler de cet organisme, mais également des formations qui y sont offertes, j'ai rencontré Amélie Mathieu un peu plus tôt cette semaine dans nos studios. Amélie Mathieu, d'abord, merci d'accepter notre invitation. J'aimerais qu'on commence tout d'abord par nous dire qu'est-ce que le groupe Agir? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Agir, c'est l'Assemblée des groupes de femmes d'intervention régionale. On est une table de concertation régionale. On est là pour les groupes de femmes et pour les femmes de la région. Notre but, c'est vraiment de défendre les droits des femmes en Outaouais, notamment en encourageant les femmes à se lancer en politique. On sait que vous offrez différentes formations qui ont pour but, entre autres, de sensibiliser l'importance d'avoir des femmes en politique, mais aussi de donner le goût aux femmes d'y aller. Il y en a une qui a lieu en ce moment même où on parle de gouvernance, c'est exact? Oui, c'est une formation sur la gouvernance municipale qui a lieu en ce moment à la Maison du citoyen. En fait, c'est la première formation du parcours des 3C qu'on a lancé. Le parcours des 3C pour réussir en politique, c'est comprendre, conquérir et communiquer. Ce soir, c'est la formation sur le comprendre la gouvernance municipale. Ensuite, on va conquérir, là, on va vraiment étudier comment investir dans le pouvoir, comment vraiment aller mettre ses compétences en jeu et vraiment aller conquérir de ce niveau-là. Et finalement, communiquer, c'est vraiment, là, on va vraiment évaluer et apprendre comment prendre la parole en public, devant les médias, etc. Vraiment, pour vraiment donner une bonne idée aux femmes et aux jeunes comment ça se passe en politique municipale. On sait que faire le choix d'aller en politique, c'est facile ni pour un homme, mais encore beaucoup moins pour une femme, surtout que les femmes sont souvent, et c'est peut-être une fausse idée qu'on a, mais les femmes sont plus orientées vers la famille. C'est plus difficile d'avoir des femmes jeunes, justement, de se présenter en politique. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. En fait, ça vient vraiment de loin. On se rappelle encore l'image de la femme au foyer. Le monde politique, ça a toujours été un monde d'hommes. Et cette barrière-là, même si aujourd'hui,
on vise l'égalité, on ne l'est pas encore, mais on est pas mal proche de l'égalité. Les femmes, on dirait, on a encore ce mur-là de la politique, c'est plus pour les hommes. Ça prend un petit pas de plus pour vraiment se lancer. On a fait des études justement sur pourquoi les femmes ne se lancent pas en politique, pourquoi il y en a moins que les hommes. Parce que les statistiques parlent d'eux-mêmes. Au Québec, il y a juste 16 de femmes dans des postes de mairie. Fait que pour une population composée de 50 d'hommes, 50 de femmes, c'est pas vraiment représentatif. Les femmes, on a besoin d'être représentées. Et je dis pas que les femmes vont faire mieux la politique, absolument pas. Nous, vraiment, ce qu'on cherche, c'est de travailler ensemble. C'est sûr qu'on va faire la politique différemment que les hommes, mais c'est vraiment d'aller chercher l'égalité de ce point-là. Et vous dites justement de faire de la politique différemment des hommes, de par leur nature, les femmes et les hommes sont évidemment différents. Mais qu'est-ce que vous pensez au groupe Agir? Comment vous voyez l'implication ou comment vous voyez que les femmes travaillent en politique? Bien, dans le fond, c'est quoi la grande différence entre un homme en politique et une femme en politique? Bien, ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Il n'y a pas les hommes sont de même, les femmes sont de même. C'est pas comme ça, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Mais c'est juste que, à la base, comme vous l'avez dit, les hommes, les femmes, on est différentes. Et en politique, on prend des décisions qui ont des impacts sur nos vies, sur la vie des hommes, sur la vie des femmes. Fait que ça va juste de soi. C'est une question d'équité, de démocratie. C'est vraiment pour bien représenter la société qu'on cherche cette égalité-là. Et dans le groupe Agir, il y a des femmes qui font partie du groupe Agir Outaouais qui sont des gens politiques. On pense à Françoise Boivin, on pense à Maryse Gaudreault, à Sylvie Gonneau, la conseillère municipale. Qu'est-ce que le fait d'avoir des femmes qui sont déjà impliquées peut apporter justement aux autres femmes qui penseraient peut-être se lancer en politique, mais qui hésiteraient encore? Moi, je pense que ces femmes-là sont des modèles, justement. Elles ont fait le saut, elles savent c'est quoi la politique. Donc, c'est un peu comme des mentors, si je peux dire. Souvent, les femmes, on a des doutes. Que je sais pas trop, c'est face aux médias, comment je vais réagir, ou face à des commentaires, peu importe, comment s'y prendre avec ça, ou même conciliation, travail, famille, comment ça marche. Bien, justement, nos femmes, nos élus, ils sont là pour les aider, ils sont là pour les conseiller. Elles ont été capables de le faire, elles savent comment ça fonctionne, comment la machine elle marche, donc sont là pour nos femmes, sont là pour les aider. Donc, les femmes parce qu'on sait qu'il y a une élection qui s'en vient là, très bientôt à Gatineau, d'ailleurs presque partout au Québec, les femmes qui auraient peut-être le goût de se lancer en politique, comment on peut rentrer en communication avec le groupe Agir? Bien, il y a plusieurs façons de rentrer en communication avec nous. Premièrement, il y a le courriel. Mon adresse courriel, c'est communication avec un s.agir@belnet.ca. On a aussi une ligne téléphonique sans frais au 1-875-770-0351. Donc ça, c'est des outils qui sont disponibles 24 heures sur 24. On est là pour vous. Il y a aussi nos sites web. Il y a le www.femmesélus.ca, femmes au pluriel.ca. Ce site-là contient tout notre programme de mentorat, tous nos outils disponibles pour les femmes. Vraiment, toute l'information est sur ce site-là. On a également une page Facebook, Municipal Outaouais 2013. C'est une page vraiment dédiée aux jeunes et aux femmes. Tout ce qui se passe sur la politique municipale se trouve sur cette page-là. Donc, il n'y a pas raison de ne pas connaître le groupe Agir et pour les femmes qui songeraient peut-être à se lancer en politique, c'est probablement la meilleure façon. Amélie Mathieu, merci infiniment et bonne chance. Merci. On parle maintenant sport avec François Croteau. François qui est de retour. La semaine passée, vous étiez à Petawawa parce que les Mustangs disputaient un match contre l'équipe féminine. Comment ça s'est passé? Bien, disons que l'équipe féminine du Canada a pu prendre sa revanche sur les Mustangs. On sait que le premier match s'était soldé là, par une victoire des Mustangs de 6-2. Ben, ça a été un peu le contraire à Petawawa. Ils ont gagné 3-1. Un match là, réellement enlevant. Et il y a eu un peu plus de robustesse là, du côté de l'équipe féminine. On voyait là qu'ils s'en venaient là, pour le championnat du monde. Elles étaient réellement prêtes. Ça a donné un beau spectacle là, au niveau intensité. Peut-être nos joueurs étaient quelque peu rouillés étant donné notre élimination rapide. Là. On a des excuses. Ben, il faut en trouver. Mais puis la différence, ben, écoutez,
si on se reporte en janvier, on se souviendra qu'après 2 périodes, le pointage était 3-2 et que le changement de gardien de but au début de la 3e période avait été néfaste pour l'équipe du Canada. Hier, c'est-à-dire hier, jeudi dernier, il n'y a pas eu de changement. C'est Charline Labonté là, qui a été devant le filet pendant toute la partie. Elle a été excellente. Et la même chose là, du côté des Mustangs. Jean-Philippe Charbonneau, oui, qui a gardé les buts. C'était sa dernière partie officiellement comme junior Mustang. Alors, non, ça a été un excellent match. On a été très bien reçus et on a bien apprécié l'expérience. Voilà. On se transporte, on reste dans le monde du hockey. Maintenant, on s'en va du côté du secteur Roll avec nos Olympiques. Qui l'eût cru quand on en a parlé il y a 2 semaines? Les Olympiques qui ont remporté leur première série et qui continuent maintenant. Oui, là, ils vont affronter les Mooseheads d'Halifax. On sait que les Mooseheads, c'est la grosse équipe là, de la Ligue junior. Cependant, il y a eu 2 affrontements en saison. Ça s'est soldé une victoire de chaque côté. Les Olympiques avaient triomphé à Halifax 5-1, mais ils avaient subi la défaite ici à Gartin 6-1. Alors, ça va être une formule 2-3-2 pour les éliminatoires, c'est-à-dire les 2 premières parties sont à Halifax et les 3 suivantes vont être à Gartin. Je vous donne l'horaire. C'est vendredi, samedi à Halifax. Il y en a qui veulent aller faire un tour. Là. Prenez l'avion, prenez l'avion. Oui. Mais ce qui est intéressant, là, le 10, le 12 et le 14, ce sont les rencontres prévues au Centre Robert-Gartin. À Robert-Gartin, ça commence à 19h30. Alors, on invite la population à y aller. Ça va être une chance d'avoir Nathan McKinnon et Jonathan Drouin, 2 espoirs là, pour le repêchage qui s'alignent avec les Mooseheads. Je rappelle qu'ils sont invaincus en 21 matchs. L'écart entre les 2 équipes, c'est 57 points. Alors, ça va prendre une solide performance. Ouais, d'ailleurs, les Mooseheads sont non seulement les premiers de la Ligue junior majeure du Québec, mais les premiers au Canada. Ouais. Donc, effectivement, c'est une autre commande. Mais devant une équipe comme Hull, des fois, d'être classé premier puis d'avoir cette pression-là, on a vu que Rimouski n'a pas été capable là, de dealer, pardon l'expression, avec ça. On sait que l'entraîneur, à un moment donné, avait dit là, c'est nous autres qui devraient être négligés. Que ça s'est retourné contre eux autres, ça va être à suivre là, dans les prochains matchs. Par ailleurs, on reste avec les Olympiques qui ont vu un de leurs joueurs là, qui va être honoré au Temple de la Renommée. Oui, pour ceux qui s'en souviennent, c'est Marc Saumier. Il a évolué avec l'équipe dans les années 80-90. Écoutez, c'est 469 points en 286 parties. Il a évolué naturellement avec les Olympiques. Avec les Chevaliers de Longueuil, on est retourné le chercher. Et juste pour vous dire, ça avait été un choix de 16e ronde en 1984. Et il a quand même eu une très belle carrière. Et on s'en souviendra, Pat Burns l'avait dirigé également. Alors, oui, il a été intronisé hier, ou au début de la semaine, là, au Temple de la Renommée de la Ligue junior majeure de hockey du Québec. Voilà, alors un autre joueur qui se distingue. Oui. On reste dans le domaine du hockey, les championnats interrégionaux qui s'en viennent, et il y a 2 équipes de la Lièvre qui vont y participer. Effectivement, 2 équipes représentantes, le PWB des Castors de la Lièvre, ainsi que le juvénile. Ça se déroule à Montréal en fin de semaine prochaine. On leur souhaite la meilleure des chances. Ils ont travaillé fort toute la saison. Alors, revenez avec le championnat. Voilà, alors bonne chance. Et vous voulez toujours nous parler de hockey, mais de hockey libre à Masson. Oui, c'est le conseiller du secteur de Masson-Angers, Luc Montreuil, qui a amené ça là, comme idée pour utiliser les patinoires. Hockey libre, là, on s'entend, on se présente à l'aréna, il y a un coût. Ceux qui ont la carte accès Gatineau, c'est gratuit. Puis on joue au hockey là, comme on faisait en hiver là, à l'extérieur. Maintenant, la raison invoquée, moi, ça me laisse un peu songeur. Il dit qu'il n'y a plus de partie de hockey à Masson. Alors, je ne sais pas ce qui se passe là, au niveau du hockey mineur, parce que moi, je sais, souvent, lorsque je vais à l'aréna pour les Mustangs, moi, je me rends compte que c'est soit du patin artistique avant nous autres, ou il y a du hockey féminin. Alors, je ne sais pas où est-ce que c'est que l'association de la Lièvre joue, mais je pense qu'il y a quelque chose à regarder au niveau des horaires là, avant de dire qu'il n'y a rien qui se passe là, dans les arénas. Peut-être avoir une réaction là, du côté de l'association. Je ne sais pas ce qui se passe avec ça, mais j'ai été surpris, c'est pour ça que j'en parle. On va certainement suivre ça de près. Vous voulez parler maintenant de le ski de fond parce qu'on a une athlète de la région qui a obtenu beaucoup de succès là, au championnat canadien. Oui, il s'agit de Sophie Carrier-Leforte. On se souviendra qu'elle avait remporté le championnat du Québec, la Coupe du Québec, et ça lui donnait son laissez-passer pour les championnats canadiens. Elle n'est pas allée perdre son temps à Whistler. Oh non, non, non.
4 victoires, dont 2 médailles d'or. Elle est championne canadienne, notamment de sa catégorie. Écoutez, c'est un athlète du club Skinnook. Alors, on sait que le club Skinnook et le club Nakartok développent beaucoup de très bons skieurs au niveau de l'élite. Et j'en profite également pour signaler de très belles performances du côté des garçons. Ézéchiel Williams, justement, du club Nakartok, qui a terminé premier chez les juniors classe A. Alors, c'est 2 noms à retenir. Et puis, j'ai hâte de voir l'an prochain, peut-être, avec l'équipe Canada Junior pour Mme Sophie. Tout à fait. Ouais. On parle maintenant d'un sport dont on parle pas vraiment beaucoup. On parle d'escrime, qui est pourtant un sport olympique. Et on a un tout jeune là, de notre secteur ici qui fait bonne figure. Ouais, effectivement, c'est Elliot Carrière. On se souviendra, on en a parlé quelques fois l'an dernier. Il avait connu une saison du tonnerre en 2011-2012. Et là, cette année, chez les 13 ans, il est présentement premier au classement provincial. Il reste 2 compétitions à faire. Et il pourrait remporter justement le championnat chez les 13 ans. Cette année, c'est 4 médailles d'or, dont une remportée à la Coupe Canada à Kingston en janvier. Et il s'est permis une 6e position chez les jeunes de moins de 15 ans aux Jeux du Québec. Donc là, il a su tirer son épingle du jeu ou son épée du jeu. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances et puis un championnat d'ici la fin de la saison. Pierre-Yves Levergne, qui est un jeune homme de Masson-Angers et qui laisse sa marque au football. Oui, il a évolué ici, justement, avec les Tigres, Hormidas-Gamelin. Et maintenant, il est rendu au niveau universitaire avec les GGs. Et, il est secondaire et ça lui a valu, ses saisons chez les GGs lui ont permis d'attirer des regards. Et il était invité à la rencontre Est-Ouest. C'est un peu le camp des recrues et toutes les équipes de la Ligue canadienne envoient les dépisteurs là afin d'évaluer le talent. Alors, on lui souhaite bonne chance. Lui, il dit « J'aimerais ça jouer à Ottawa ». À Ottawa ou à Montréal, effectivement, ça serait intéressant. Soccer maintenant, on sait qu'on va avoir une équipe professionnelle ou semi-professionnelle ici dans la région, le FC Gatineau. Et on devrait connaître bientôt l'entraîneur. Oui, effectivement, ça va être annoncé en fin de semaine. On n'a pas le nom, on a essayé de le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un ancien gardien de but et qui a évolué dans une ligue de Suisse. Alors, on va attendre la conférence de presse de Soccer Outaouais. Et puis, on imagine, on souhaite une bonne chance à l'équipe. Première saison, ça ne sera pas... Voilà. On n'est pas souvent très fort la première saison, mais peut-être qu'avec un entraîneur de renommée, ça va faire la différence. On parle maintenant plein air, le printemps qui tarde à arriver, mais il y a quand même des événements là, qui s'en viennent. Tai Chi pour commencer. Oui, ça c'est la journée mondiale du Tai Chi qui va avoir lieu le 27 avril prochain à 10 h partout sur la planète. Donc ici à Gatineau, le service des loisirs dit on va embarquer dans l'aventure. Alors c'est un rendez-vous pour tout le monde. Samedi, le 27 avril, au Parc Gendron. C'est le parc qui est situé dans le secteur de Buckingham, à la rue Judge, pardon. Si jamais il pleut cette journée-là, c'est remis au centre communautaire, toujours de Buckingham, à compter de 16h30. Alors, je rappelle l'heure, samedi, le 27 à 10h. Et s'il pleut, c'est à 16h30. Si vous voulez plus d'informations, contactez Kamal au 281-5849. Tai Chi, là, c'est relaxant. Relaxé, tranquillement, voilà. Et au parc Omega, maintenant, du côté de Montebello, nouveauté pour l'année qui vient. Oui, on ajoute là, à la formule, et je pense que c'est excellent. On va avoir la possibilité de dormir sur le site. Alors, il va y avoir les cabanes là, perchées dans les arbres, et il y a aussi des tentes style prospecteur. Et naturellement, ce qui va faire l'attrait, c'est vous ne serez pas en pleine nature, là, parce que les animaux sont là, mais vous allez être dans des secteurs où les animaux se promènent. Donc, vous allez sûrement entendre certains loups là, passer, peut-être un ours là, venir gratter à la base de votre arbre. Alors, c'est quand même une offre qui pourrait être intéressante là, pour les familles, ceux qui n'ont jamais essayé ça. Et on sait que c'est le 400e là, du passage de Champlain. On prévoit des activités spéciales. Il va y avoir, on reconstitue un poste de traite, ferme d'antan, labyrinthe de bottes de foin, une formule aussi avec les animaux plus interactifs.
Alors, le Parc Omega qui ajoute là, à son offre, je pense que ça va être un succès. Il ne reste plus qu'à souhaiter que la neige finisse par fondre au Parc Omega. Merci beaucoup, François. On se revoit jeudi prochain. Alors, c'est ce qui complète cette édition d'Infomag. 41e année de TVC Basse-Lièvre qui commence aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire à TVC Basse-Lièvre. Mon nom est Michel Pilote. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur nos ondes. On se revoit mardi prochain.